Gail Katz, née le 8 mars 1956 à Brooklyn, New York, a grandi dans une famille comptant 2 autres frères et sœurs, une sœur et un frère. Bien qu'elle ait excellé dans ses études à l'adolescence et qu'elle ait obtenu son diplôme avec une année d'avance sur ses camarades, la trajectoire de Gail a pris un tournant différent lorsqu'elle est entrée à l'université. Au lieu de poursuivre sur la voie de la réussite scolaire, elle s'est engagée dans un style de vie axé sur la fête, ce qui l'a amenée à abandonner ses études. Ce choix a profondément déçu ses parents conservateurs qui avaient une vision traditionnelle de la vie. Ils pensaient que la seule perspective d'avenir de Gail était d'épouser un homme riche. La mère de Gail, employée au service des urgences de l'hôpital, l'a fortement encouragée à rechercher un médecin comme partenaire de vie. Mais Gail a résisté, choisissant de privilégier les relations sociales et les rendez-vous galants plutôt qu'une relation sérieuse. Finalement, Gail a perdu le contrôle de sa vie, s'est retrouvée aux prises avec la dépression et a tenté de se suicider à plusieurs reprises. Malgré la surprise initiale de sa famille, Gail leur a présenté un homme nommé Robert Birnbaum, avec lequel des amis communs les avaient mis en contact. Le docteur Robert Birnbaum, jeune et prometteur, semblait être le candidat idéal pour Gail et sa famille. Issu d'un père cardiologue prospère, il a poursuivi une carrière en médecine, terminant son internat en tant que chirurgien plasticien au centre médical Maimonides de Brooklyn. Au-delà de son impressionnant bagage éducatif, Robert possède du charme, des compétences linguistiques et un amour pour le ski, mais sa plus grande passion est l'aviation. Elle se réjouit de ses aventures et il apprécie l'intérêt sincère qu'elle porte à ses passions. En conséquence, leur lien s'est rapidement approfondi et ils ont fini par se marier. Cependant, comme beaucoup d'histoires d'amour, la leur n'a pas abouti à un bonheur éternel. Le 7 juillet 1985, un dimanche, Robert Birnbaum arrive seul à la résidence de sa sœur à Montclair, dans le New Jersey, aux États-Unis, vers 7h30. C'était l'anniversaire de son neveu et sa sœur avait organisé une fête pour lui. Robert et son épouse, Gail Katz, étaient tous deux invités à la réunion. Cependant, Robert a informé sa sœur et son père que Gail ne l'accompagnerait pas en raison d'un désaccord qu'ils avaient eu ce jour-là. Selon Robert, Gail avait quitté leur appartement de Manhattan vers 11h pour se rendre à Central Park et elle n'était pas rentrée à l'heure où il s'est rendu à la fête, ce qui l'a incité à s'y rendre seul. En revenant de la fête, Robert s'est arrêté à la résidence de son ami, le docteur Scott Baranoff. À ce moment-là, Robert a semblé angoissé et a tenté de joindre la ligne fixe de son appartement à plusieurs reprises, sans succès. Il a confié à Scott la dispute de la matinée avec Gail, précisant qu'elle était partie en tenue décontractée et qu'elle ne l'avait pas contacté depuis. De retour à son appartement de Manhattan, Robert constate l'absence de Gail. Il a contacté son ancien professeur de psychologie, le docteur Yvette Face, pour discuter de la dispute. Robert informe Yvette que Gail est partie plus tôt dans la journée pour prendre un bain de soleil à Central Park. Yvette lui conseille d'informer la police et de se renseigner auprès du portier de l'immeuble sur les allées et venues de Gail, ce que Robert accepte de faire. Le soir suivant, le 8 juillet à 9h, Robert a contacté l'inspecteur Virgilio d'Alsace pour la première fois. Il l'informe que Gail a quitté leur appartement à 11h la veille et qu'il n'a pas eu de contact avec elle depuis. Robert explique qu'il a attendu Gail à leur appartement jusqu'à 5h30, mais qu'elle n'est pas revenue, ce qui l'a incité à partir pour la fête de son neveu chez sa sœur. Robert étant la dernière personne à avoir vu Gail, l'inspecteur lui a demandé de fournir tous les détails possibles pour aider à la retrouver. Robert a indiqué à l'inspecteur que Gail avait déjà tenté de mettre fin à ses jours. Il a également fait part à ses amis de son inquiétude quant à la possibilité que Gail se soit fait du mal, citant les informations de sa thérapeute, le docteur Sybil Baran, qui l'aurait informé des tendances suicidaires de Gail. Les recherches pour retrouver Gail ont commencé, mais la police a dû faire face à des difficultés importantes en raison de l'absence de pistes substantielles. Malgré leurs efforts pour obtenir davantage d'informations de la part de Robert, celui-ci n'a répondu à leurs messages répétés
que le 10 juillet, quelques jours après avoir signalé sa disparition. Au cours de cette conversation avec l'inspecteur O'Malley, Robert s'est enquis des progrès de l'enquête et a accepté de se rencontrer 3 jours plus tard pour revenir sur les détails du dernier jour où il a vu Gail. Au fil du temps, la police soupçonne de plus en plus Robert de dissimuler des informations cruciales. Plusieurs incidents les ont troublés, notamment une rencontre le 14 juillet, alors que certains amis de Gail, dont Marianne de César, la recherchaient activement et distribuaient des affiches de personnes disparues. Au cours de cette rencontre, Robert a laissé entendre à Marianne qu'il pensait que Gail était en train de faire du shopping pendant une semaine à Bloomingdale's, ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs. En outre, à une autre occasion, il a fait part à la mère de Gail d'un commentaire étrange concernant le chat qui tombait malade et qui devait être nettoyé. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange. Les détails qu'il a racontés concernant les événements du 7 juillet varient selon les personnes à qui il s'adresse. Il est intéressant de noter qu'il n'a pas informé la police de la dispute qu'il avait eue avec Gail le dimanche matin avant son départ à 11 h, bien qu'il en ait parlé à sa famille et à quelques amis. Au lieu de cela, il a informé la police que la dispute avait eu lieu la nuit précédant sa disparition et qu'elle était due à des problèmes financiers. Il a affirmé qu'il s'était réconcilié par la suite, mentionnant même un dîner romantique qu'il avait préparé pour Gail à leur retour dans leur appartement le 6 juillet, précisant qu'elle s'était rendue à Central Park le lendemain matin à 11 h. Malgré les questions répétées de la police pour s'assurer qu'il avait révélé tous les événements du 7 juillet, il a maintenu qu'il était resté dans l'appartement jusqu'à ce qu'ils partent pour la fête à 5h30. Cependant, cette affirmation est en contradiction flagrante avec ce qu'il a dit aux amis de Gail, affirmant qu'il l'avait cherché à Central Park entre 11 h et 5h30 et qu'il y avait même trouvé sa serviette et de l'huile de bronzage. Fait remarquable, malgré l'importance de cette information pour la disparition de Gail, il ne l'a pas communiqué à la police. Robert a informé le détective qu'il avait parlé au portier de leur complexe d'appartements, qui se souvenait avoir vu Gail partir à 11 h et ne pas être revenu. Cependant, interrogé par la police, le portier a affirmé qu'il n'avait vu ni Robert ni Gail ce jour-là. En outre, lorsque l'inspecteur d'Alsace a demandé à fouiller l'appartement en juillet, après la déclaration initiale de disparition de Gail, Robert n'a répondu à la demande que le 12 septembre et a autorisé l'entrée le 30 septembre, mais avec des restrictions. La police n'a pas été autorisée à effectuer des recherches pour prélever des échantillons de sang ou de cheveux. Alors que les soupçons concernant l'implication potentielle de Robert dans la disparition de Gail grandissaient, la police s'est penchée sur l'état de leur mariage, découvrant une relation loin d'être parfaite, qualifiée de toxique par des connaissances. Leur relation n'a pas toujours été tumultueuse. Ils se sont rencontrés au début des années 80, alors que Gail était à l'université et que Robert était interne en chirurgie à Manhattan. Au début, Robert s'est donné beaucoup de mal pour impressionner Gail, mettant en avant ses talents de pilote et sa maîtrise de plusieurs langues, et se montrant très romantique. Leur relation a même été décrite comme magique au début. Cependant, les choses ont pris une tournure différente, et ils ont commencé à se disputer plus fréquemment dans les mois qui ont précédé la disparition de Gail. La sœur de Gail, Elaine Katz, a raconté à la police un incident au cours duquel elle a vu Robert donner de force de la nourriture à Gail dans un restaurant, ce qui l'a profondément troublée. Ce n'est qu'un des nombreux faits inquiétants découverts par la police. Des amis et des membres de la famille ont décrit Robert comme étant autoritaire, et Gail a confié à un voisin qu'elle se sentait mal à l'aise chez elle. Gail avait déjà signalé à la police un incident au cours duquel elle avait prétendu que Robert l'avait étouffée jusqu'à ce qu'elle perde connaissance après l'avoir surprise en train de fumer sur le balcon. Bien que Gail soit restée avec Robert après qu'il ait accepté de consulter un psychiatre, ce dernier lui a envoyé une lettre l'avertissant que Robert pouvait représenter une menace sérieuse pour sa vie. Peu avant que Gail ne soit portée disparue, elle avait entamé une nouvelle relation et décidé de quitter Robert. Elle a confié à une amie qu'elle prévoyait de l'informer de sa décision et de demander le divorce le 7 juillet. Elle a également mentionné que si Robert refusait de coopérer et d'accepter un arrangement, elle révélerait la lettre qu'elle avait reçue de son psychiatre l'avertissant du danger potentiel qu'il représentait, envisageant même de la montrer à 16 collègues.
la police a constaté que l'accumulation de preuves circonstancielles permettait d'établir l'implication de Robert dans la disparition de Gail. Toutefois, un obstacle de taille subsiste. Gail n'a toujours pas été retrouvée. Les recherches se poursuivent et la famille et les amis de Gail s'efforcent de découvrir la vérité sur sa disparition. Cependant, Robert ne semble pas s'en préoccuper. Il passe beaucoup de temps dans les Hamptons, participe à diverses fêtes et entame des relations avec d'autres femmes. En septembre 1985, une femme du nom de Roberta Karnowski emménagea avec lui au domicile conjugal et leur relation dura environ 1 an. Pendant toute cette période, malgré des efforts constants, aucune trace de Gail n'a été retrouvée et aucune arrestation n'a eu lieu. Bien qu'aucune arrestation n'ait été effectuée, l'enquête sur la disparition de Gail reste active et ouverte, l'inspecteur en chef Andy Rosenzweig réexaminant les preuves. Connaissant la passion de Robert pour l'aviation et son statut de pilote breveté, l'inspecteur Rosenzweig s'est attaché à vérifier les carnets de volume de l'aéroport du New Jersey. On sait que Robert y loue souvent des avions. L'enquête sur les registres a révélé que le 7 juillet 1985, Robert avait loué un avion Cessna 172 à l'aéroport de Caldwell à Fairfield, dans le New Jersey, à 4h30 et l'avait rendu après 1h56. Cependant, Robert avait modifié la date sur son propre carnet de volume et l'avait inscrite le lendemain, 8 juillet. La découverte du détective Rosenzweig a soulevé des questions. Pourquoi Robert a-t-il tenté de dissimuler ce volume? L'inspecteur Rosenzweig soupçonnait fortement Robert d'être responsable de la mort de Gail, pensant qu'il l'avait tué et s'était débarrassé de son corps dans l'océan Atlantique. Cependant, en l'absence du corps de Gail, le bureau du procureur a estimé qu'il n'y avait pas de preuves suffisantes pour obtenir une condamnation. 4 ans après la disparition de Gail, en mai 1989, un torse s'est échoué sur Staten Island. À l'époque, les tests ADN n'étaient pas encore disponibles. Un technicien en radiologie a comparé une vieille radiographie du thorax avec le torse et a confirmé qu'il appartenait à Gail. Le torse a été remis à sa famille, qui a organisé un service funéraire pour Gail. Malgré cette identification, aucune charge n'a été retenue et Robert s'est installé à Las Vegas, où il a créé un cabinet de chirurgie plastique prospère, a continué à sortir avec des hommes et est devenu très respecté dans la communauté. En 1996, il a épousé Janet Chalotte et le couple s'est ensuite installé dans le Dakota du Nord, où ils ont eu une fille. Bien que Robert semble aller de l'avant, l'inspecteur Rosenzweig reste hanté par l'affaire non résolue de la disparition de Gail et décide de la réexaminer 10 ans plus tard lorsque l'analyse médico-légale de l'ADN est devenue possible. Avec l'accord de la famille de Gail, le torse a été exhumé pour être testé, ce qui a finalement révélé qu'il n'appartenait pas à Gail. Malgré l'absence du corps de Gail, la police et le bureau du procureur ont estimé qu'ils disposaient de suffisamment de preuves pour arrêter Robert et l'inculper de meurtre au second degré. Robert a plaidé non coupable. L'affaire contre Robert repose uniquement sur des preuves circonstancielles. Il n'y avait ni témoin oculaire, ni preuves médico-légales, ni aveu, ni cadavre. Néanmoins, l'accusation a fait valoir qu'en dépit de la nature circonstancielle des preuves, celle-ci conduisait indubitablement à une seule conclusion: la culpabilité de Robert dans le meurtre de Gail. Ils ont soutenu qu'il avait tué Gail dans leur appartement après avoir appris qu'elle avait l'intention de le quitter. Selon la police, Robert a ensuite passé des heures à démembrer le corps de Gail avant de prendre un avion au-dessus de l'océan pour s'en débarrasser entre Montauk Point, dans l'État de New York, et Cape May, dans le New Jersey. La tâche de l'accusation était de convaincre le jury qu'il était possible pour Robert de se débarrasser du corps tout en pilotant l'avion, en alléguant qu'il avait agi seul. Elle a présenté 4 témoins experts et une vidéo montrant comment un tel acte pouvait être accompli pour étayer son argumentation.
Le jury a entendu les témoignages de 4 experts. Le médecin légiste en chef de la ville de New York, un pilote chevronné de la police de New York, un inspecteur de la sécurité aérienne et un pilote de ligne instructeur de vol examinateur d'essai en volume de la FAA. Ils ont affirmé que Robert, résident en chirurgie et pilote, pouvait démembrer un corps de la taille de celui de Gale, 1,80 m, 90 kg, en 10 minutes à peine. Ils ont également déclaré qu'ils pouvaient emballer les membres démembrés de Gale dans un sac de volume et les transporter par une sortie arrière non surveillée de son immeuble, puis marcher 2 pâtés de maison jusqu'à sa voiture sans se faire remarquer. Les experts ont également déclaré que Robert pouvait charger le sac de volume dans l'avion Cessna 172 sans être repéré et le piloter au-dessus de l'océan Atlantique pour se débarrasser des restes de Gale. Ils ont noté que l'avion loué était relativement simple à utiliser. L'accusation a présenté au jury des preuves de l'existence d'un mobile, révélant la liaison de Gale et son désir de quitter Robert. Elle avait fait des plans, emprunté de l'argent et était déterminée à partir le 7 juillet. La cour a appris que Robert n'avait informé personne, pas même sa famille, de ses activités aériennes ce jour-là. Le carnet de volume modifié a été présenté comme preuve, suggérant qu'il avait plutôt volé le lendemain. La cour a été informée de la nature tumultueuse de la relation entre Robert et Gale, y compris des allégations de violence domestique. Robert lui-même avait précédemment décrit leur dispute comme étant intense et explosive. Selon certains témoignages, il aurait exprimé de la haine envers Gale et fait des déclarations indiquant qu'il voulait lui faire du mal. Les témoignages ont révélé que Robert avait proféré des menaces directes et perçues comme telles. À l'automne 1983, Gale a contacté son cousin, Hilar Viez, un avocat, et a révélé qu'elle et Robert avaient eu une vive dispute au cours de laquelle il l'avait étranglée, la rendant inconsciente pour la première fois, même si ce n'était pas la première fois qu'il l'étranglait. En outre, la thérapeute de Gale, le docteur Sybil Baran, a témoigné. Contrairement aux affirmations de Robert selon lesquelles Gale était suicidaire, le docteur Baran a informé le jury qu'elle n'avait jamais abordé ce sujet avec Robert et qu'elle ne pensait pas que Gale était suicidaire. La défense soutient que Robert est innocent et présente Gale comme une personne ayant des problèmes de santé mentale, une dépendance à la drogue et des relations instables avec d'autres hommes. Elle a cité un témoin qui a affirmé avoir vu Gale dans un magasin de bagels quelques jours après sa disparition. Toutefois, l'accusation a souligné au jury que la description de la femme faite par le témoin ne correspondait pas à celle de Gale. Après avoir délibéré pendant 5h30, le jury a déclaré Robert coupable de meurtre au second degré. Il a donc été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans à la perpétuité. Robert a fait appel du verdict, mais n'a pas réussi à le faire annuler. Après avoir purgé sa peine de 20 ans, Robert a fait des aveux pour la première fois lors d'une audience de la Commission des libérations conditionnelles en 2020. Il a admis avoir tué Gale et s'être débarrassé de son corps en le jetant d'un avion, ce qui correspond à la théorie de l'accusation. Robert a raconté qu'il s'était disputé et qu'il s'était emporté, finissant par attaquer et étrangler Gale. Il a ensuite piloté un avion, ouvert la porte et jeté le corps de Gale au-dessus de l'océan. Interrogé sur le motif du meurtre, Robert l'a attribué à son immaturité et à son incapacité à gérer efficacement sa colère. Malgré ses aveux, le corps de Gale n'a jamais été retrouvé. Leslie Nelander, une habitante de Fayetteville âgée de 61 ans et résidente de longue date à Syracuse, dans l'État de New York, semblait mener une vie heureuse avec son mari, le docteur Robert Nelander, un gynécologue très réputé, et leurs enfants. Elle contribuait activement à la communauté en participant à des œuvres caritatives locales et en aidant les personnes dans le besoin. Cependant, le matin du 17 septembre 2012, Leslie s'est retrouvée dans une situation désastreuse. Sa fille, Jenna Nelander, âgée de 23 ans, a appelé d'urgence le 911, signalant que sa mère était tombée dans la douche et avait besoin de soins médicaux immédiats. Jenna a raconté l'appel à l'aide de son père, qui avait découvert Leslie sur le sol de la salle de bain, en train de saigner.
Les secours sont rapidement arrivés dans la spacieuse résidence du couple, où ils ont constaté la présence de sang à divers endroits de la chambre principale, notamment sur le tapis et sur le mur près du lit. Étonnamment, Leslie a été retrouvée à une 60aine de mètres du lieu de la chute, Robert l'ayant transportée là pour lui administrer un massage cardiaque, sans tenir compte des objections de Jenna. Malgré ses efforts, il était trop tard et Leslie a été déclarée morte sur place. À l'arrivée de la police, Leslie n'a pas été découverte dans la salle de bain, mais sur le sol de la chambre. Le docteur Robert Nelander, son mari, a expliqué aux policiers qu'il l'avait déplacée de la salle de bain à la chambre à coucher pour lui administrer un massage cardiaque. Malgré les efforts des secouristes, Leslie a subi un traumatisme crânien grave et fatal, et son décès a été constaté sur place. Au cours de l'interrogatoire de police, Robert a raconté avoir découvert Leslie sur le sol de la salle de bain et l'avoir ensuite déplacée dans la chambre pour lui administrer une réanimation cardio-pulmonaire. Du sang a été retrouvé à divers endroits de la chambre, notamment sur le tapis et le mur à côté du lit. Le médecin légiste a déterminé que la cause du décès de Leslie était un traumatisme crânien causé par un objet contondant et résultant d'une chute d'une certaine hauteur. On pense qu'elle a glissé dans la douche et s'est cogné la tête sur le banc de douche en pierre. L'incident a été considéré comme un accident et l'affaire a été classée. Le décès de Leslie a été non seulement une surprise pour sa famille, mais aussi un choc profond pour l'ensemble de la communauté. Les Nelander, une famille très respectée dans la région, étaient très appréciés. Robert, gynécologue et obstétricien à Syracuse, avait su gagner la confiance de nombreux habitants qui fréquentaient son cabinet. Pendant 28 ans, Leslie et lui ont partagé leur vie et élevé 4 enfants. Emily et Brian, issus du précédent mariage de Robert, ont été rejoints par Harry et Jenna, nés de Robert et Leslie. La communauté de Syracuse était bien consciente de la grande philanthropie des Nelander qui ont généreusement consacré leur temps et leurs ressources à diverses causes caritatives. La mort prématurée de Leslie a marqué un événement tragique pour ceux qui la connaissaient. Après la mort de Leslie, Robert vend la maison et déménage. Bien que l'affaire ait été classée et que Robert ait déménagé, les gens de la communauté ont commencé à parler. Des rumeurs circulent selon lesquelles beaucoup de sang a été trouvé dans la maison et que les blessures de Leslie étaient bien plus graves que ceux que l'on aurait pu attendre d'une chute dans la douche. La mort de Leslie était-elle vraiment due à un accident? D'autres rumeurs circulent également. Des chuchotements suggèrent que le mariage des Nelander n'était pas aussi stable qu'il n'y paraissait, une personne affirmant même que Leslie avait l'intention de louer un nouvel appartement le jour de sa mort. La police a également reçu une lettre anonyme dont le contenu était le suivant. Il y a des doutes sur le fait qu'il soit le bon gars que tout le monde pense qu'il estimate Leslie essayait de s'éloigner de ce type. Le docteur Mary Jumblick, ancienne médecin légiste en chef du comté jusqu'à sa retraite en 2009, était très amie avec les Nelander. Cependant, des connaissances communes l'ont approchée, lui demandant si elle pensait que la mort de Leslie était vraiment accidentelle. Le docteur Jumblick a été troublé lorsqu'elle a examiné le rapport médical, réalisant l'étendue des blessures de Leslie. Leslie avait subi une blessure profondément pénétrante à l'arrière de la tête, si grave que du sang s'était accumulé dans son œil. Ce type de blessure est généralement associé à des incidents tels que des accidents de voiture ou des coups portés à l'aide d'objets lourds. Le docteur Jumblick a informé la police que, selon son opinion professionnelle, la mort de Leslie n'était pas accidentelle, mais plutôt un homicide, résultant d'un traumatisme crânien contondant infligé lors d'une agression. À la suite de l'évaluation du docteur Jumblick et de la lettre anonyme, la police a rouvert le dossier. Les enquêtes ultérieures ont confirmé les problèmes de mariage, Leslie et Robert dormant dans des chambres séparées au moment de sa mort. En outre, il a été révélé que le cabinet médical de Robert, autrefois florissant, était confronté à des difficultés financières et ne connaissait plus le même succès. Bien que Robert ait vendu la maison après la mort de Leslie, la police a réexaminé les lieux, considérant cette fois qu'il s'agissait potentiellement d'un homicide plutôt que d'un simple accident dû à une chute. La deuxième fouille a permis de découvrir des détails négligés, tels que du sang à l'arrière de la tête de lit
et des éclaboussures de sang sur les stores situés derrière le lit. Par la suite, la police a demandé à Robert de répondre à certaines questions, ce qu'il a accepté. Interrogé sur les rumeurs concernant les problèmes conjugaux, Robert a reconnu les problèmes, mais a insisté sur le fait qu'il n'y avait pas d'animosité et qu'ils entretenaient toujours une bonne relation. Il a précisé que la veille de la mort de Leslie, ils étaient même sortis dîner avec leurs enfants, Harry et Jenna. Le matin de la mort de Leslie, Robert a décrit en détail sa routine, y compris un jogging à Green Lakes et l'achat d'un café pour Leslie sur le chemin du retour, un rituel quotidien. Selon Robert, à son retour, Leslie était déjà sous la douche. 1 heure plus tard, vers 8h25, il a ouvert la porte de la salle de bain pour la voir et l'a découverte par terre. En réponse, il a appelé Jenna et lui a demandé d'appeler 911. Malgré l'appel de Jenna à ne pas bouger Leslie, citant le risque potentiel de fracture du cou, Robert a ajusté la position de Leslie, estimant qu'il était difficile de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire dans la salle de bain. À la suite de la réponse de Robert aux questions de la police, une réévaluation des preuves, axée sur les traces de sang dans la maison et la gravité des blessures de Leslie, a conduit à l'arrestation de Robert. Il a ensuite été inculpé de meurtre. Robert a plaidé non coupable. Le récit de l'accusation était centré sur l'affirmation que Robert avait tué Leslie quelques heures avant de passer l'appel 911 et même avant son jogging matinal. Ils ont soutenu qu'il avait agressé Leslie dans la chambre à coucher à l'aide d'une arme inconnue, puis l'avait emmenée dans la salle de bain où il lui avait frappé la tête contre le banc de douche pour faire croire à une glissade. L'accusation a soutenu que Robert avait appelé Jenna à ce moment-là pour faire croire qu'il venait de découvrir Leslie dans la salle de bain. En choisissant de la ramener dans la chambre, malgré les objections de Jenna, il a délibérément cherché à expliquer la trace de sang entre la chambre et la salle de bain. Au cours du procès, la cour a entendu la femme de ménage des Nelander, qui a remarqué des draps inconnus sur le lit, ce qui a conduit l'accusation à suggérer que Robert s'était débarrassé des draps ensanglantés et potentiellement de l'arme du crime lors de son jogging matinal. Les principaux éléments de preuve présentés par l'accusation se concentrent sur les éclaboussures de sang trouvées dans la maison. Les éclaboussures ont été découvertes sur la tête de lit, la table de nuit, les stores derrière le lit et le mur sud situé à environ 7 pieds au sud du lit. L'accusation a mis l'accent sur les éclaboussures sur le mur sud, affirmant qu'il s'agissait d'éclaboussures d'impact causées par le sang de Leslie, indiquant un coup violent si elle avait été frappée avec un objet. Le témoignage d'un expert a été sollicité pour expliquer au jury ces éclaboussures d'impact. Le tribunal a reçu des témoignages concernant les blessures subies par Leslie. Selon le médecin légiste, la mort de Leslie résulte d'une fracture complexe et comminutive du crâne, probablement infligée par des coups multiples. Des ecchymoses ont été constatées sur ses doigts, ses bras et son nez, ainsi que des abrasions sur les 2 côtés de son visage. Le médecin légiste a d'abord considéré qu'il s'agissait d'un accident dû à une glissade dans la douche, mais il a révisé son opinion après avoir découvert des preuves supplémentaires, concluant désormais à un homicide. La cour a été informée que Leslie avait reçu au moins 2 coups au crâne, dont l'un ne correspondait pas à un choc de la tête contre un bord droit, comme un banc de douche en pierre. L'accusation a soutenu que le premier coup porté à la tête de Leslie avait été causé par un objet non identifié. Leslie présentait des blessures au visage et sur le haut du corps, mais aucune au-dessous de la taille. La cour a appris que si elle avait glissé et était tombée, des ecchymoses se seraient probablement produites au bas du corps. L'accusation a exhorté le jury à déclarer Robert coupable, en soulignant que les derniers instants de Leslie avaient été marqués par une lutte désespérée pour sa vie avant qu'elle ne succombe à des coups mortels et ne soit jetée sans ménagement dans sa propre douche. La défense a présenté son argument selon lequel la mort de Leslie était accidentelle, en insistant sur sa lutte contre le vertige, un trouble qui provoque des étourdissements. Le témoignage de son entraîneur personnel a révélé une aggravation récente des vertiges de Leslie, un trouble reconnu comme familial par sa sœur, Joanne London Leslie, qui a également témoigné en avoir souffert. La défense a répondu à l'argument de l'accusation selon lequel les éclaboussures de sang montrent que Leslie a été attaquée dans la chambre à coucher.
Elle a fait valoir que si les éclaboussures de sang étaient nombreuses, les ambulanciers pouvaient se les avoir provoquées en retirant leurs gants. Les secouristes avaient probablement du sang sur les mains et ont enlevé leurs gants. Ce faisant, le sang s'est envolé des gants et il n'y a pas eu d'impact, mais une projection. En outre, la défense a évoqué la possibilité que Robert lui-même, alors qu'il tentait de pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire, ait pu contribuer aux éclaboussures de sang en retirant sa chemise tachée de sang. Toutefois, elle a fait valoir que le manque de professionnalisme de l'enquête rendait difficile l'interprétation précise des éclaboussures. Le tribunal a été informé qu'il n'existait pas suffisamment d'images en gros plan du sang et qu'une partie du sang, située derrière la tête de Lee et les stores, avait été prélevée des mois après la mort de Leslie, même après que Robert eut quitté les lieux. Le docteur Daniel Spitz, médecin légiste témoignant pour la défense, a affirmé qu'il pensait que la blessure à la tête de Leslie résultait d'une chute dans la douche, où elle s'était cognée la tête sur le banc en pierre. Bien que Robert n'ait pas témoigné, sa fille Jenna est venue à la barre. Elle a décrit son appel à 9 et raconté les événements de cette matinée fatidique, révélant qu'elle était restée avec sa mère jusqu'à 2 heures du matin. Jenna a contredit l'affirmation de la femme de ménage concernant les draps, insistant sur le fait qu'ils n'avaient pas changé depuis l'arrivée de la police. Jenna a déclaré avoir vu son père retirer une chemise tachée de sang pendant la réanimation dans la chambre, bien que la chemise elle-même n'ait jamais été retrouvée. Elle a affirmé avec force qu'elle pensait que la mort de sa mère était accidentelle, étant donné sa présence dans la maison à ce moment-là. Après 3 jours de délibération, le jury rend son verdict, déclarant Robert coupable de meurtre au second degré et de falsification de preuves matérielles. La défense a demandé à la Cour de le condamner à la peine minimale. Lors de l'audience de détermination de la peine, la sœur de Leslie, Joanne London Leslie, s'est exprimée au nom de la famille. Si l'un d'entre nous avait soupçonné, ne serait-ce qu'un peu, un acte criminel, nous ne serions pas ici aujourd'hui au nom de Bob. Robert s'est également exprimé devant la cour. Ma tête n'est pas courbée par le verdict de cette cour, car un homme innocent a été condamné à tort. Je n'aurais pas pris une vie, et je ne l'ai pas fait. J'aime beaucoup ma femme Leslie, et je la pleure tous les jours, aujourd'hui et pour toujours. Robert a été condamné à une peine de 20 ans de prison à perpétuité, et alors qu'il s'éloignait, Jenna lui a crié après « Papa, je t'aime, tu es innocent ». L'affaire a pris une tournure inattendue après le verdict, lorsqu'un juré suppléant a contacté l'avocat de Robert pour lui faire part de ses inquiétudes quant à une éventuelle partialité des jurés. Il s'est avéré que l'un des jurés qui avait voté en faveur de la condamnation de Robert pour meurtre, le juré numéro 12, Johanna Loren, avait échangé environ 7000 SMS avec des membres de sa famille et des amis pendant le procès. Plusieurs centaines de ces messages portaient sur des questions relatives à l'affaire, ce qui constitue une violation flagrante des règles interdisant aux jurés de discuter du procès. L'équipe de défense de Robert, forte de ces nouvelles informations, a fait appel de sa condamnation. La Cour a appris que Johanna Loren avait reçu et envoyé de nombreux textos sur l'affaire, dont un de son père lui demandant de s'assurer qu'il est coupable. Un autre texto lui demandait si elle avait vu l'homme effrayant. En outre, il a été découvert qu'elle avait consulté des sites web de médias couvrant le procès, ce qui a fait craindre que des influences extérieures n'influent sur son jugement en tant que juré. À la suite des échanges de textos qui ont fait craindre la partialité des jurés, la condamnation de Robert a été annulée et un nouveau procès a été ordonné. Après avoir passé 3 ans en prison, il a été libéré sous caution en attendant le début du nouveau procès. Cependant, la programmation du nouveau procès a connu de nombreux retards, les ajournements étant attribués en partie aux défis posés par la pandémie de coronavirus. L'accusation a connu un premier revers pour le nouveau procès, en perdant l'un de ses témoins clés, le médecin légiste étant décédé. Cette perte est significative, surtout si l'on considère l'importance accordée au témoignage du docteur Listma lors du premier procès. Le fait que le jury du premier procès ait demandé que le témoignage du docteur Listma lui soit relu pendant les délibérations suggère le poids qu'il a accordé à ce témoignage
dans la détermination de la culpabilité de M. Robert. Lors du deuxième procès pour meurtre du Dr Robert, début 2022, des différences notables sont apparues par rapport au premier procès. Deux changements importants sont apparus. Des preuves incriminantes supplémentaires ont été présentées contre lui et Jenna Neulander n'a pas témoigné à la barre. Lors du réexamen en 2021, l'analyse médico-légale a révélé la présence de tissus adipeux momifiés provenant de la tête de Leslie sur la tête de lit du couple, ce qui renforce le récit de l'agression présumée du Dr Robert sur elle. Bien que l'appel de Jenna ait été diffusé au tribunal, comme lors du premier procès, la défense a choisi de ne pas l'appeler comme témoin pour soutenir son père cette fois-ci. En fin de compte, l'issue de la procédure judiciaire a reflété celle du premier procès. Le docteur Robert a été reconnu coupable le 17 mars 2022. Il a ensuite été condamné à une peine d'emprisonnement de 20 ans à la perpétuité le 2 mai, en bénéficiant d'un crédit pour la période déjà purgée. Donna Ellen Brown est née le 10 novembre 1963 en Floride. Donna était l'aînée de 3 filles. Elle était belle, intelligente et réussissait dans sa carrière de technicienne de salle d'opération. Elle a rencontré Mark Winger, un ingénieur nucléaire, et ils se sont mariés lors d'une cérémonie juive traditionnelle en 1989. Donna et Mark semblèrent former un couple parfait. Ils avaient réussi et possédaient une belle maison dans un quartier agréable. Cependant, toutes les histoires ne se terminent pas parfaitement comme au début. Le 29 août 1995, un mardi, Mark Winger a contacté le 911 à 4h27, signalant un incident au cours duquel un homme faisait du mal à sa femme. Mark, qui réside à Springfield, Illinois, avec sa femme Donna Winger, âgée de 31 ans, informe le dispatcher qu'il a tiré sur l'homme. À leur arrivée, les policiers découvrent Donna dans un état critique, ayant reçu 7 coups de marteau à la tête. Un homme identifié comme étant Roger Harrington, âgé de 27 ans, a été trouvé dans un état critique à côté de Donna, ayant reçu 2 coups de feu à la tête. Les 2 victimes ont été rapidement transportées à l'hôpital, où Roger a succombé peu après son arrivée, et Donna est décédée quelques minutes plus tard sans avoir repris connaissance. La police a sécurisé la résidence, mais n'a trouvé aucune trace d'effraction. Mark, visiblement bouleversé, explique à la police qu'il a tiré sur l'homme après avoir été témoin de l'agression de sa femme. Mark a expliqué qu'il était au sous-sol sur le tapis de course lorsqu'il a entendu des bruits à l'étage, ce qui l'a incité à aller voir ce qui se passait. Il a découvert leur bébé adoptif Bailey sur le lit de la chambre principale, mais n'a trouvé aucune trace de Donna. Après avoir entendu d'autres bruits au rez-de-chaussée, Mark a pris son arme de poing sur la table de nuit de la chambre et s'est dirigé vers la salle à manger. Selon Mark, il a vu un homme brandissant un marteau dans le couloir, en train d'agresser Donna. Mark a tiré sur l'homme et lorsqu'il a tenté de se relever, il a tiré une 2e fois. La police a retrouvé le marteau couvert de sang utilisé lors de l'agression, qui appartenait à la fois à Donna et à Mark. En outre, un pistolet semi-automatique de calibre 45, confirmé par Mark comme étant l'arme utilisée, a été trouvé dans la maison. Lorsque Mark s'est enquis de l'identité de l'homme qui avait attaqué sa femme, la police a confirmé qu'il s'agissait de Roger. Mark a alors déclaré « C'est l'homme qui a harcelé ma femme cette semaine ». Selon le récit de Mark, Donna s'était rendue chez ses parents en Floride 6 jours auparavant. Sa mère l'a déposée à l'aéroport et un chauffeur engagé par une société de limousine de Saint-Louis, Missouri, nommé Roger, l'a ramenée à Springfield. Selon Mark, Donna a déclaré qu'au cours des 2 heures de route, Roger s'est montré excessivement bavard et a fait preuve d'un comportement flirteur, exprimant une préférence pour les femmes plus âgées et lançant des invitations à des soirées intimes. La conversation a pris une tournure plus sombre lorsqu'il a révélé avoir entendu une voix inquiétante nommée Dame, qui lui demandait de faire du mal aux gens. Mark a informé la police en déclarant « Le type lui a fait peur. Elle a dit qu'il était très effrayant. Il parlait de tuer des gens, de faire exploser des voitures piégées,
de mutiler des gens. De retour à Springfield, Donna informe sa famille de cette rencontre troublante, exprimant sa peur et son malaise en raison de la conversation alarmante et de la conduite erratique. Mark a raconté à la police que, bien qu'il soit rentré chez lui sain et sauf, la situation persistait. Donna a reçu de nombreux appels téléphoniques étranges et, compte tenu de l'heure, elle a soupçonné Roger d'être l'auteur de ces appels. Dans la maison, la police a découvert une note décrivant le trajet troublant de Donna en voiture. Mark a également informé la police qu'il avait signalé l'incident à la société de limousine où Roger était employé, ce qui a entraîné la suspension de Roger qui, selon Mark, aurait pu aggraver la situation. La police a découvert la voiture de Roger garée devant la maison des Winger, dans le mauvais sens. Après inspection, ils ont trouvé diverses armes à l'intérieur, dont un couteau et un démonte-pneus. Les autorités ont conclu que Mark avait agi en état de légitime défense et ont décidé de ne pas engager de poursuite compte tenu des circonstances traumatisantes. L'affaire a été classée, en reconnaissant que Mark avait déjà enduré une grande détresse. Mark semblait profondément affecté par les événements. Mark et Donna avaient déménagé à Springfield juste après leur mariage, où ils avaient trouvé le bonheur. Donna travaillait au Memorial Medical Center en tant que technicienne de salle d'opération, tandis que Mark était ingénieur pour le département de la sûreté nucléaire de l'Illinois. Malgré les difficultés rencontrées, comme la détresse initiale de Donna lorsqu'elle a appris qu'elle ne pouvait pas concevoir, leur vie a pris un tournant positif lorsqu'un médecin les a informés de l'existence d'une adolescente prête à faire adopter son bébé. Donna et Mark ont accueilli avec joie leur fille adoptive, Bailey, le 1 Air juin 1995. Après la mort tragique de Donna, Mark, désormais responsable du nourrisson Bailey, a choisi de rester dans la même maison. Pour l'aider à s'occuper de l'enfant, il a engagé une nounou, Rebecca Simic. Contre toute attente, quelques mois après son embauche, Rebecca découvre qu'elle est enceinte de Mark. Ils ont appelé leur fille Anna. Mark et Rebecca se sont mariés un peu plus d'1 an après le décès de Donna. Mark a pris la décision de vendre la maison et de rompre les liens avec la famille de Donna. La nouvelle famille, composée de Mark, Rebecca, Bailey et Anna, a déménagé dans une autre ville. Au fil du temps, la famille s'est encore agrandie avec l'arrivée de 2 autres enfants, Maggie et Ben. En 1999, Diane Schultz, une amie proche de Donna, a révélé à la police qu'elle avait eu une liaison avec Mark alors que Donna était encore en vie et que Mark avait fait des déclarations troublantes qui l'ont marqué. Selon Diane, Mark a déclaré « Ce serait plus facile pour nous d'être ensemble si Donna mourait. Tout ce que tu aurais à faire, c'est de venir et de trouver le corps. » Diane a également fait part d'informations troublantes qui ont suscité l'inquiétude des autorités. Lorsque Mark a appris l'expérience troublante de Donna pendant le trajet en voiture jusqu'à Springfield, il aurait dit à Diane qu'il devait faire venir le chauffeur chez lui. Cette révélation a incité la police à rouvrir le dossier de Donna. Cependant, ils ont découvert avec déception que certaines preuves avaient disparu. Mark a intenté un procès civil contre Bart Transportation, demandant des comptes pour la mort de Donna due aux actions de Roger. Roger étant un employé de Bart Transportation au moment de la mort de Donna, son avocat a demandé à avoir accès aux preuves et aux dossiers dans le cadre de l'action civile. Malgré cela, la police a réussi à conserver certains dossiers et a accédé à des photos prises le jour de l'incident. Ces images montrent Donna et Roger au sol avant d'être emmenés à l'hôpital. Cependant, la position des corps ne semblait pas correspondre au récit que Mark avait fait à la police il y a plusieurs années. À l'époque, Mark avait informé la police qu'il avait vu Roger agenouillé à côté de la tête de Donna, l'agressant avec un marteau, ce qui l'avait incité à ouvrir le feu. Mark a affirmé que Roger était tombé à la renverse et que, tentant de se relever, il lui avait tiré dessus à nouveau. Selon la description de Mark, la position de Roger aurait dû placer ses pieds près de la tête de Donna dans la direction opposée. Cependant, en examinant les photos prises par la police à son arrivée, il est apparu que Roger et Donna étaient tous deux au sol, orientés dans la même direction. Cette incohérence a conduit la police, pour la première fois, à soupçonner Mark d'être impliqué dans le meurtre de sa femme.
La question de savoir pourquoi Roger se trouvait chez eux. Ce jour-là est resté sans réponse. Simultanément, au cours du procès civil impliquant Mark, une explication potentielle est apparue. Bart. Transportation a fait appel à un expert en éclaboussures de sang, dont l'analyse a suggéré que les motifs des éclaboussures de sang indiquaient l'implication de Mark dans la mort de Donna et de Roger. En approfondissant l'enquête, la police a découvert d'autres preuves à charge. Suzanne Collins, la colocataire de Roger, a informé les forces de l'ordre qu'elle avait entendu Roger organiser un rendez-vous avec quelqu'un le jour où il a été tué. En outre, une note écrite sur un bordereau de dépôt bancaire à l'intérieur de la voiture de Roger a été découverte, contenant le nom et l'adresse de Mark, ainsi qu'une heure précise. Suzanne a indiqué à la police que Roger avait accepté de rencontrer Mark pour résoudre les problèmes liés aux plaintes de Mark concernant la conduite de Roger et la conversation qu'il avait eue avec Donna. Roger a quitté la maison à 3h30 et la note indiquait une heure de rendez-vous à 4h30, ce qui correspond à la conviction de l'accusation que Mark lui avait demandé de venir à la maison à cette heure-là. Le 23 août 2001, Mark a été arrêté et inculpé de 2 chefs d'accusation pour meurtre. L'accusation a soutenu que Mark était responsable de la mort de Donna et de Roger. Il a affirmé que Mark voulait sortir Donna de sa vie, mais qu'il ne voulait pas risquer de perdre la garde de leur fille adoptive, Bailey, et qu'il a donc évité le divorce. Mark aurait vu une opportunité lorsqu'il a appris les problèmes de Donna avec Roger, y voyant une occasion parfaite d'éliminer Donna et de piéger un homme innocent. L'accusation a proposé que Mark contacte Roger, qu'il n'avait jamais rencontré avant ce jour, et lui demande de venir à la maison. À l'arrivée de Roger, Mark l'aurait fait entrer et lui aurait tiré dessus. L'absence d'effraction à la résidence corrobore ce récit. L'accusation a également affirmé que Donna, qui se trouvait dans la chambre principale avec Bailey, a entendu le coup de feu, est descendue et a ensuite été battue à mort avec un marteau par Mark avant qu'il n'appelle le 911. Pour établir que Mark avait attiré Roger dans la maison, l'accusation a présenté la note trouvée dans la voiture de Roger qui contenait le nom et l'adresse de Mark. Le jury a appris que Roger avait des armes dans sa voiture, mais qu'il ne les avait pas apportées dans la maison et qu'il avait utilisé le marteau de Donna lors de l'attaque. Cela a soulevé des questions sur les intentions de Roger, s'il s'était effectivement rendu dans la maison dans le but d'agresser Donna. La cour a également été informée des incohérences entre l'endroit où, selon Mark, Roger se trouvait lorsqu'il lui a tiré dessus et les photos prises le même jour qui contredisaient le récit de Mark. Le témoignage de Diane a joué un rôle crucial en mettant en lumière les déclarations que Mark aurait faites pour exprimer son désir de voir Donna mourir. La cour a appris que 4 jours avant les meurtres, le 25 août 1995, Mark avait demandé à sa collègue de travail, Candice Boldin, quel serait le sort de sa fille adoptive si Donna venait à mourir. Plus tard dans la journée, Mark a contacté Ray Duffy, le président de la société de transport où travaillait Roger, pour se plaindre du transport de Donna. Quelques jours plus tard, Mark a de nouveau appelé, demandant le nom complet du chauffeur et exprimant le souhait de discuter de l'affaire directement avec lui. Au cours du procès, la cour a été informée des graves blessures subies par Donna et Roger. Lorsque la police est arrivée à la maison, Donna était allongée sur le sol, face contre terre, et Roger était sur le dos. La cause du décès de Donna a été déterminée comme étant un traumatisme cérébral résultant de multiples blessures à la tête causées par des objets contondants correspondant à des coups de marteau. Roger est décédé des suites d'un traumatisme cérébral causé par des blessures par balle sur le côté supérieur gauche de sa tête et au-dessus de son sourcil gauche, avec des contusions supplémentaires sur sa poitrine dues à des coups de marteau. La défense a soutenu que les décisions erratiques de Roger. Ce jour-là, y compris le choix de l'arme et le stationnement particulier de sa voiture, indiquaient une instabilité mentale, ce qui, selon elle, était évident au vu de son comportement pendant le trajet en voiture avec Donna. En ce qui concerne la position des corps et les photos, la défense a fait valoir que si Donna et Roger étaient dans un état critique à l'arrivée des ambulanciers, ils n'étaient pas décédés
et les ambulanciers auraient pu les déplacer pour tenter de leur sauver la vie. Cependant, les ambulanciers ont nié les avoir déplacés avant que les photos ne soient prises, et Mark n'a pas témoigné au cours du procès. En CE qui concerne le témoignage de Diane, la défense a affirmé qu'elle était motivée par des sentiments personnels de rejet. Si Mark a admis avoir eu une liaison avec Diane, il est passé à autre chose avec la nounou qu'il avait engagée peu après la mort de Donna et qu'il a épousée peu de temps après. La défense a affirmé que Diane éprouvait du ressentiment pour ne pas avoir été choisie par Mark pour l'épouser. Malgré les arguments de la défense, le jury a déclaré Mark coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. En 2005, alors qu'il purgeait encore sa peine pour meurtre au premier degré, Mark a été impliqué dans un projet de meurtre pour le compte d'autrui qui a été déjoué. Il aurait tenté d'orchestrer des attentats contre Diane, qui avait témoigné contre lui, et contre Jeffrey Gellman, un ami d'enfance, qui n'avait pas payé sa caution d'1 million de dollars. Les enquêteurs ont découvert 19 pages manuscrites décrivant les désirs de Mark pour Diane. Il aurait voulu la kidnapper et la contraindre à rédiger une déclaration rétractant son témoignage, affirmant l'innocence de Mark avant de planifier sa mort. Mark a affirmé au tribunal que CES Note ne représentait qu'un fantasme qu'il n'avait jamais eu l'intention de réaliser. Malgré l'affirmation de Mark, il a été reconnu coupable de sollicitation de meurtre et a été condamné à une peine supplémentaire de 35 ans de prison. La mère de Donna, Sarah Jane, et le beau-père de Donna, Ira Drescher, ont exprimé leur réaction massive face aux preuves retenues contre Mark en soulignant la brutalité du meurtre de Donna. Ce qui est difficile à comprendre, c'est la façon dont il a tué Donna, qui était si vicieuse et si violente. Tout au long de cette procédure judiciaire, Mark a clamé son innocence. Diane, qui a témoigné contre lui, a bénéficié de l'immunité et n'a donc pas été inculpée.